nom d'Arema, dont je suis président, on va vous présenter, c'est pas moi, c'est Madame Gargel qui va vous présenter l'un des conservateurs des antiquités et objets d'art, et M. Giordani qui est l'atelier qui a restauré nos deux statues. Vous savez bien que les fouilles archéologiques dans l'église nous ont fait découvrir de belles statues du XIVe siècle qu'on va vous en parler. Deuxième temps, ce sera Arema qui va présenter un peu l'église en général. Et puis troisième temps, ce sera la visite guidée de l'église. Merci pour votre attention. Très bien, mais écoutez, je suis ravie d'abord que vous puissiez m'accueillir dans cette église pour vous présenter effectivement ce travail colossal et cette très belle découverte au sein de votre église. Donc, comme monsieur l'a rappelé, vous savez sans doute qu'effectivement en 2017, à l'occasion d'une campagne de travaux dans l'église, deux œuvres sculptées ont été trouvées lors des sondages effectués par un service d'archéologues qui était chargé de réaliser en fait le diagnostic préventif aux travaux qui devaient avoir lieu dans l'église. Donc après la découverte de ces sculptures, qui ont été dans un premier temps laissées sur place et recouvertes avant leur extraction donc en 2018, au mois de mai, par l'atelier de Serge Giordani, qui nous présentera son travail, les statues ont ensuite été transportées dans un premier temps dans l'atelier du restaurateur pour deux raisons. La première, parce qu'il fallait qu'on puisse contrôler l'évolution de l'état, parce qu'elles étaient restées quand même enfouies dans le sol un certain temps. Et puis la deuxième raison, qui nous intéressera surtout ici, parce qu'on en a profité pour faire une étude préalable à la restauration, qui nous a servi en fait à faire un bilan de l'état de ces statues, voir un petit peu comment on pouvait intervenir en termes de restauration. Alors cette étude a été prise en charge financièrement entièrement par le département des Yvelines et donc nous a permis de programmer l'intervention de restauration qui a été faite par la suite. Cette restauration a également été financée par le conseil départemental des Yvelines à hauteur de 65% du montant des travaux, en sachant que les 35% qui restaient à la commune ont été aussi en partie financés par du mécénat via la sauvegarde de l'art français, puis bien évidemment par votre association Arema qui a également participé. Donc pour ma part, je vais vous proposer plutôt de vous faire une présentation de ces œuvres en vous présentant les premiers éléments d'analyse stylistique en fait sur ces statues. Alors la première sculpture donc, en fait est un bronze sculpté qui lui a été attribué au XIVe siècle. C'est un bronze sculpté en haut relief qui représente la lapidation de Saint-Étienne. Alors il se constitue de 4 personnages, Saint-Étienne qui a les mains jointes, bien évidemment, le soldat qui le martyrise en tenant un caillou avec lequel il frappe la tête de Saint-Étienne, et puis au-dessus, donc, le Christ. Et enfin, un personnage en adoration qui est au pied de la scène, qui peut être sans doute lié au donateur, ou en tout cas au commanditaire de cette œuvre. Alors il s'agit d'un groupe relié, alors je vous donne tous ces détails parce que vous comprendrez quelles ont leur importance tout à l'heure. Donc il s'agit d'un groupe relié, le revers de la sculpture n'est pas évidé, et il n'est pas sculpté non plus. Bon, c'est une œuvre assez imposante, elle mesure plus d'1,80 m de haut. Elle est taillée dans un bloc de pierre monolithe, c'est de la pierre calcaire, et a priori, il ne semble pas que cette pierre provienne des calcaires de Val de Seine, d'après les premières analyses qu'on a pu faire. C'est un calcaire qui est relativement dur. Alors, avant sa restauration, ce groupe ne présentait finalement, par rapport à son histoire, que peu de manques, puisque principalement ils étaient localisés au niveau des mains du sein. Alors, j'ai essayé de vous montrer des photos avant restauration, c'est la photo que vous avez à gauche, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, mais bon, c'était pour faire un petit appel à mémoire pour vous rappeler l'état dans lequel on les a trouvés. Et puis aussi, évidemment, des manques au niveau des drapés qui sont des parties généralement plus fragiles en tout état de cause. Donc en tout cas, son état de conservation nous indiquait que de toute façon, cette œuvre avait effectivement subi dans le passé plusieurs interventions de
si ce dernier, par sa facture et son style, fait sans doute partie de l'œuvre originale, son mode de fixation au reste du groupe a lui sans doute été modifié, alors peut-être au XVIIIe siècle. Ce qui nous permet d'avancer cette hypothèse, c'est notamment les boujons à section carrée en fer forgé et scellés au plâtre qui ont été retrouvés lors de l'intervention de restauration. Alors par ailleurs, le groupe de la lapidation de Saint-Étienne, qui a fait l'objet d'une procédure de classement au titre des monuments historiques, conserve une polychromie exceptionnelle. La polychromie que nous voyons correspond en fait à la couche originale, puisque le choix a été fait en cours d'intervention de dégager les précédentes couches qui la recouvraient, et notamment la dernière, puisque lors d'intervention, nous avons aussi effectué des prélèvements sur les pigments pour faire des analyses en laboratoire. Alors ça, M. Jordani en reparlera sûrement. Mais il se trouve que parmi les résultats de ces analyses, à partir d'un des pigments, on a retrouvé notamment dans le bleu des drapés du vêtement de Saint-Étienne, on a retrouvé un pigment dont on sait que l'utilisation est récente puisqu'il est apparu en réalité après 1920. Donc ça nous indique que la dernière intervention de restauration est au minimum date de 1920, ou en tout cas postérieure à ces années-là. Donc c'est vrai qu'on a eu un petit peu moins de scrupules à dégager du coup cette couche de polychromie qui était loin d'être ancienne. Et ça nous a permis de retrouver une cohérence sur l'ensemble de la statue. Et puis enfin, je tenais à vous signaler aussi des éléments particulièrement intéressants qui étaient relativement fréquents mais qui sont très peu conservés, qu'on a peu la chance de voir aujourd'hui encore en place. Et notamment, c'est les beaux reliefs, les beaux motifs en relief qui sont visibles notamment sur les orfrois du vêtement que porte Saint-Étienne, qui sont visibles aussi sur le col et les contours des draperies. Alors ces motifs, ils ont été exécutés selon une technique qu'on connaît bien, c'est de la technique, je ne vais pas la détailler, M. Sajardoni en parlera peut-être, c'est la technique dite à la goutte, qui en fait, ça permet notamment de mettre en avant ces motifs. Sur ces motifs, on a ensuite appliqué une dorure qui a été elle-même appliquée à la feuille d'or sur assiette. Alors on remarque aussi qu'il y a des incrustations de billes de verre. Alors je ne sais pas si vous les voyez bien, mais je vous invite à aller voir de près sur la sculpture tout à l'heure évidemment, sur la partie basse du vêtement. Et ces incrustations de billes de verre comportent des traces de glacis colorés. Alors c'était des glacis qui étaient plutôt rouges ou verts selon les endroits, et également sur ces glacis qui étaient présents sur la dorure. Alors la dalmatie, quant à elle, comporte des décors à losanges dorés, mais qui laissent apparaître par endroits des vestiges de fleurs de lys. Il est probable d'ailleurs que ces losanges étaient appliqués en recouvrement à un moment donné des fleurs de lys. Vous vous doutez sans doute pourquoi. En tout cas, l'analyse des pigments employés pour la réalisation de cette polychromie
Saint-Étienne est bien celle du Christ, et non celle de Dieu, comme il avait été évoqué au moment de la découverte. Donc voilà, on parlait de Saint-Étienne avec Dieu le Père, donc c'est pas Dieu le Père, mais c'est bien le Christ qui est représenté ici. Alors, au respect des textes dont je vous ai fait vraiment un très très rapide résumé, le sculpteur de Marie a mis donc une figuration classique à une prise de liberté en présentant le saint debout, les mains jointes et non à genoux comme dans la plupart des représentations traditionnelles. Et je vous ai donc mis une des rares représentations du martyr de Saint-Étienne en groupe sculpté, qui est ici conservée, enfin qui provient de la cathédrale Saint-Étienne à Limoges, qui était placée donc en extérieur, qui était placée sous des dés architecturés, et qui, vous voyez d'ailleurs, était composé par c'était un groupe sculpté non voyé, la différence d'ici où les personnages sont tous accolés les uns aux autres. Et ce groupe de Limoges, il est également daté du XIVe siècle. Alors lui, c'est une pierre calcaire de Chauvigny, et évidemment, il est stylistiquement très différent de l'œuvre que l'on a à Marie-Marie. En tout cas, la rareté de la représentation du martyr de Saint-Étienne rend ardue les comparaisons, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais la qualité de l'œuvre que nous avons ici et son style rend probable malgré tout un rattachement à un centre de production d'Île-de-France, même si on n'a pas pu identifier plus précisément ce centre de production. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Alors la seconde statue, donc elle a été datée du XVIe siècle. Elle figure probablement à un Saint-Évêque en pied, donc il est vêtu d'une aube, d'une dalmatique, qui est elle-même décorée de fleurs de lys, et puis d'une chape qui est relevée sur les épaules. Donc un manipule avec un motif floral et des franges est placé sur le bras gauche du saint. Alors sa main gauche est gantée et tient un élément qui pourrait être un fragment de crosse. Et puis on remarquera aussi un élément volumineux à l'arrière de la statue qui rappelle le falon d'une mitre. Alors je vous donne aussi tous ces détails, vous verrez que ça a son importance pour l'identification de la statue. Concernant ses caractéristiques, donc on sait que cette œuvre est taillée dans un seul bloc de pierre et le revers n'est pas sculpté, comme vous pouvez voir sur la photo que je vous ai mise à l'écran. Donc ça indique aussi que le fait que le revers ne soit pas sculpté, ça indique que cette statue était prévue pour être placée contre un mur. Alors elle est un peu plus petite que le groupe de Saint-Étienne, puisqu'elle mesure environ 1 mètre 14-15. La pierre utilisée est un calcaire fin, à petits débris foraminifères, qui ne semble pas non plus provenir des carrières du Val de Seine. Alors elle a été débitée en taille directe, puisque lors de nos observations, on a pu repérer un certain nombre de traces d'outils qui sont visibles, notamment au revers de l'œuvre et au niveau de la poitrine. Alors l'œuvre malheureusement est incomplète, il ne dispose ni de sa tête ni de sa main droite, et les éléments sculptés en partie basse, et la partie droite notamment, ont disparu. Alors est-ce qu'il s'agissait de la fin du drapé ou est-ce qu'il y avait un autre élément qui aurait pu nous donner un indice iconographique pour pouvoir l'identifier? Malheureusement, on n'a pas la réponse. Alors, sur cette statue, on a distingué finalement peu de traces d'ancienne restauration. Néanmoins, on a constaté des signes de bûchage au niveau des éléments manquants, qui pourraient d'ailleurs résulter des tentatives d'aplanissement avant l'enfouissement de l'œuvre, qui a peut-être été employée effectivement pour fonder le sol sur lequel elle a été placée. Donc l'intervention ancienne principale a donc consisté en fait à réaménager la pierre, notamment au niveau du bras droit de la statue. Alors je vous ai mis un petit détail, mais vous aurez plein de photos, je pense, avec Serge Jardinier. Et c'est un
cette statue, elle dévoile elle aussi une polychromie riche en décors et dans un état de conservation relativement bon. L'étude qui a été conduite a permis de déterminer qu'il y avait deux couches de polychromie sur cette œuvre. La polychromie originale est donc une couche de surpeint. On retrouve aussi ici la technique des décors mis en relief avec la technique dénommée à la goutte, notamment pour le motif floral qu'on a sur le banc, sur le manipule et sur le banc. Et ces décors s'ajoutent aussi des fleurs de lys. Alors là, qui sont vraiment à l'état de vestige. Ces décors ont été peints avec une teinte orangée proche du vermillon, et on recouvert d'une dorure. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que sur les vestiges de fleurs de lys qu'on a, c'est a priori des décors qui sont tous de taille identique. Ce qui pourrait indiquer d'ailleurs que c'est le fruit d'un travail fait exécuté au pochoir. Alors malheureusement, la dorure est de manière générale très peu perceptible sur cette œuvre. Et c'est vraiment la loupe binoculaire qui nous en a permis de déceler les vestiges sur les bords de la dalmatique, sur la chape, sur l'aube ou encore à l'extrémité de la crosse. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la statue n'étant pas complète, on n'a aucun attribut discriminant qui nous permette de l'identifier précisément. Toutefois, les éléments du vêtement permettent quand même d'affiner l'identification de cette œuvre qui, dans un premier temps, avait été rapprochée d'une figure de diacre. C'est tout naturellement, on a envie que ça soit Saint-Étienne, là aussi. C'est quand même assez logique. Mais malgré tout, la mise en évidence d'un certain nombre de détails caractéristiques, comme le fragment de crosse, la main gantée, le fanon de mitre, mais aussi la richesse des décors du vêtement, explique en fait que la statue était plutôt rapprochée d'une figuration d'évêque, d'ailleurs, plutôt que de celle d'un abbé, là aussi, puisque on a pensé un temps qu'il s'agissait d'une figuration d'abbé, mais là encore, la richesse des décors nous laisse penser qu'il s'agit plutôt d'un évêque. Alors, les statues d'évêques dans l'art religieux, c'est quand même extrêmement fréquent, on a énormément. Alors ici, difficile de dire auquel on a affaire. On pourrait peut-être penser à Saint-Martin, ce serait pas complètement déconnecté, puisque l'Église a un temps été associée aussi à Saint-Martin, mais là c'est vrai qu'on n'a aucun élément qui nous permette de le dire. Quant à la polychromie, alors je vous ai mis, excusez-moi, je vous ai mis quelques représentations effectivement traditionnelles de figuration d'évêques. Quant à la polychromie, donc, ce qu'on peut en dire, c'est qu'elle fait appel à un registre assez courant au Moyen-Âge en matière de coloris, puisqu'elle emprunte un registre, en tout cas une gamme chromatique relativement modeste, avec du blanc, du rouge, du bleu, du jaune, du vert et du noir. Et ces couleurs ont un rôle important, puisque c'est un rôle symbolique qui a aussi vocation à souligner les décors qui font appel, eux, à des motifs végétaux ou géométriques qui sont en réalité destinés à imiter les broderies des tissus médiévaux. Alors le motif de la fleur de lys, qui est employé ici, est un symbole évidemment de pureté, initialement réservé aux représentations mariales, avant de devenir le symbole de la royauté puis de la noblesse. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un symbole qu'on s'est attaché à faire disparaître durant la Révolution, et c'est pour ça qu'il est extrêmement rare d'en retrouver encore en place sur les œuvres anciennes, en tout cas dans leur intégrité. En tout cas, ça traduit l'importance sociale du commanditaire ou du personnage représenté. Donc la présence de ce motif sur l'œuvre yvelinoise lui confère donc aussi un caractère particulier, mais la grande sobriété, la naïveté avec laquelle sont dessinés les plis du vêtement, en fait les plis sont finalement assez lourds, raides, assez imposants, et ils contrastent en tout cas pleinement avec la finesse des motifs décoratifs. En tout cas, ces éléments confortent l'idée que le style de cette œuvre est bien en correspondance avec les caractéristiques des œuvres sculptées du XVIe siècle, même si un très léger déhanché aurait tendance, en tout cas pour ma part, à le positionner plutôt vers la fin du XVIe siècle. Alors, si aucun indice ne nous permet pour l'instant, en tout cas, de rattacher cette œuvre à un centre de production particulier, en revanche, on peut noter qu'elle se distingue particulièrement des figures fréquemment conservées dans les édifices religieux d'Île-de-France et du département des Yvelines en particulier. Alors, je vous ai mis qu'un seul exemple
ensemble, mais en réalité ils sont assez redondants. Donc elle est vraiment différente. Toutefois, elle a quand même quelques similitudes avec une collection de statuaires du XVIe siècle qui proviennent de la chapelle Saint-Jean à Orgeval et qui sont aujourd'hui conservées dans l'église paroissiale de la même commune. Et donc j'ai choisi la figure d'évêque qui est représentée donc, sur votre droite, alors qui elle aussi n'a plus de tête, a perdu aussi une main. Mais je dirais c'est la seule statuaire de cette période-là dans le département et en Île-de-France avec laquelle j'ai pu faire un rapprochement, mais qui est bien maigre encore aujourd'hui pour pouvoir affirmer quoi que ce soit. En tout cas, malgré les recherches nombreuses qui ont été effectuées à l'occasion de la restauration de cet ensemble, mais aussi de la proposition au classement des monuments historiques de ces deux œuvres, l'histoire de ces dernières est peu connue, bien que le lien direct avec l'église paroissiale Saint-Étienne paraisse en tout cas au premier abord assez évident. La cause et surtout la période de leur enfouissement demeure mystérieuse et l'état de conservation du groupe sculpté, en tout cas celui de Saint-Étienne, écarte a priori l'hypothèse d'une œuvre qui aurait été délaissée à un moment donné car devenue un propre culte. C'est vrai quand on a des statues qui sont abîmées, où il manque des têtes, on a tendance effectivement à ne plus les mettre en valeur, en tout cas à ne plus les exposer. Ce n'est pas du tout le cas de cette œuvre. Et l'existence des visages presque intacts, des fleurs de lys, etc., et surtout des fleurs de lys non bûchées, semble en tout cas éloigner cette piste. Alors est-ce qu'il s'agit d'un résultat, en tout cas d'un enfouissement provoqué par un changement du goût? Ça c'est aussi assez fréquent, mais là il est difficile de le savoir. Est-ce qu'il s'agit d'une mise à l'abri volontaire? C'est une liste que j'ai aussi cherché à explorer en me disant que peut-être qu'on a voulu la mettre à l'abri, peut-être pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, ce genre d'événement. Mais là aussi, ça paraît quand même peu probable. En tout cas, il n'y a aucun élément aujourd'hui qui nous permet de trancher cette question. Et surtout, ce qui me dérange un petit peu, c'est que ces œuvres, qui ont donc un caractère assez particulier, qui sont quand même assez importantes, ne sont mentionnées dans aucun inventaire du mobilier de l'Église, que ce soit des inventaires anciens ou même l'inventaire de 1906. Alors, cet inventaire de 1906, c'est un point de départ, mais on sait aussi qu'il n'est pas complètement fiable, parce que vous connaissez comme moi les conditions dans lesquelles ils ont été faits. Donc il y a des œuvres à ce moment-là qui ont été cachées, etc. Donc c'est pas parce que ça ne figure pas sur l'inventaire de 1906 que la statue n'était pas dans l'église. Mais en tout cas, on en trouve mention nulle part. Et évidemment, on n'a aucun document qui nous permette de les localiser au sein de l'édifice. Alors bien qu'on ait aussi des petits indices, notamment le fait que les dimensions du groupe sculpté sont assez importantes et qu'il a une forme assez particulière puisque en partie haute il est légèrement incurvé. Donc ça signifie quand même qu'il avait un emplacement spécifique au sein de l'édifice. Alors est-ce que c'était lié à un monument funéraire? Est-ce que c'était lié à un jubé? Dans l'église de Saint-Étienne, je ne pense pas, mais à un dé ou un retable aussi qui aurait été dédié, un retable de chapelle qui aurait été dédié à Saint-Étienne. En tout cas, beaucoup de questions. Et puis aussi un autre élément, c'est qu'on ne les mentionne pas non plus lors des importants travaux qui ont été faits dans l'église de Marie-Marie au XIXe siècle. Alors qu'à cette époque, on sait que ces travaux ont aussi concerné le dallage de l'église. Pour mémoire, ces statues, elles ont été retrouvées, je crois, à même pas 20 cm en dessous de ce dallage, c'est-à-dire quasiment sous vos pieds. Donc j'ai un petit peu de mal à croire qu'on n'ait pas voulu en parler, en tout cas qu'on n'en ait pas parlé, d'autant qu'à la même époque, lorsqu'il y a eu ces travaux, une autre œuvre sculptée a été découverte à l'extérieur, enfouie, donc c'est le groupe sculpté que vous avez derrière vous qui figure la charité de Saint-Martin, et celui-ci a bien été mentionné, donc il y avait a priori à ce moment-là une volonté quand même de mettre en avant des œuvres qu'on aurait pu retrouver. Alors, petite anecdote, le groupe sculpté de Saint-Martin ne figure pas non plus dans l'inventaire de 1906. Vous voyez, cet inventaire n'est pas forcément très fiable. Voilà, pour le coup. Et puis surtout, alors voilà, ce qui vraiment a jeté un flou total, c'est les derniers éléments au moment de la restauration, et notamment le fait que la dernière couche de polychromie sur le groupe sculpté nous a indiqué que cette couche avait été appliquée 1920, après 1920.
tous. Donc moi je suis Serge Chantani, responsable de l'atelier journaliste. Juste pour nommer la personne qui a surtout entrepris la restauration de la statue, qui n'existe plus, mais qui s'appelait Anaïs Lechat, la restauratrice à l'atelier, qui est maintenant atelier pour d'autres aventures. C'est elle qui a entrepris surtout la restauration de la statue. Moi je me suis surtout contenté de venir la découvrir, la chercher, la ramener à l'atelier et de suivre aussi le travail, bien entendu, ça va de soi, et de la ramener et de la fixer dans l'église. Voilà. Voilà, ça rejoint un petit peu les photos qu'on a vues tout à l'heure. Enfin, là, on est sur la photo de gauche. On voit donc que nous avons donc on ne peut pas se douter de ce qu'il y a en dessous, sinon ça va pas surtout pour le groupe de sécurité de Saint-Étienne, puisqu'il était posé à l'envers. Ça va, même si c'était du statut, c'était pas évident. Voilà. Donc on a évidemment commencé à éviter la terre qui était autour pour pouvoir passer des sangles. Mais comme on avait quand même regardé un petit peu en dessous, il faut dire qu'on a vu qu'il y avait la polychromie. Et à la fin justement de cette polychromie, évidemment, elle était certainement également aussi très humide, puisqu'elle était elle-même la terre. On a donc passé des sangles avec des protections de manière à ne pas altérer du tout la polychromie. Voilà, donc ça n'a pas été forcément possible, enfin ça s'est bien passé quand même. Voilà, et on a pu comme ça lever qu'un échafaudage chacune des deux statues, pour ensuite les retourner. C'est là que ça a été vraiment, enfin, en tout cas, et je pense pour tout le monde, une véritable découverte. À la fois pour la sculpture, parce que c'est une représentation, comme on disait tout à l'heure, qui est quand même au niveau sculpture qui est assez rare. On découvre souvent des statues de Saint-Étienne représentées un diacre avec l'instrument de son martyr, mais qu'on peut sculpter de cette sorte, on n'en connaît pas, on en connaît peu en tout cas. Voilà. Et surtout, ce qui était surprenant, c'est la qualité de la polychromie et la conservation de cette polychromie. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on en a parlé dans l'église, c'est-à-dire que ce qui était franchement étonnant, c'est la vigueur des couleurs, du bleu, des dorures qui étaient sur les endroits. Ça a vraiment été, je dirais, un choc de voir ça. Voilà. Et donc, vous voyez ici, elles sont les compagnons d'atelier en train de les sortir, et déjà à droite, elles sont allées sur un support pour pouvoir justement l'examiner. Évidemment, il y avait des traces, plus que des traces, il y avait beaucoup de petits conglomérats de terre dessus qu'il a fallu enlever après. Mais en tout cas, pour l'instant, c'était surtout dû à l'examen, puisque un petit peu après la sortie de ces deux sculptures sont venus Mme Cartiel, Mme Didier, la conservatrice de la historique, etc., pour voir justement ce qu'il en était. Et c'est là qu'ensemble, la décision a été prise. Au début, ça devait plutôt être stocké en mairie ou dans un local communal. Et finalement, de se dire que pour la surveillance, et vu l'état exceptionnel de la polychromie, de la sculpture, avec quand même, vous verrez tout à l'heure, des présences de sel, et on était quand même très limitée, on verra tout à l'heure à quoi c'était dû, de plutôt la prendre en atelier pour pouvoir au moins, le temps que la pierre sèche, de surveiller un peu l'état de polychromie, s'il n'y avait pas des sels qui pouvaient survenir, enfin bref, de pouvoir intervenir encore le cas échéant sur cet ensemble. Ça, c'est donc la sculpture. Il y a une erreur,
qui était aussi détaché de la statue. On a trouvé un des éléments qu'on a pu refixer avant l'heure après, on a pu refixer à la base de la statue. Voilà, ça c'est le percement qui avait été fait, donc, probablement pour une restauration. Et on voit dans le bras aussi le percement d'ailleurs, pour le logement qui a servi à mettre l'os et à créer ensuite le scellement avec du plâtre. Donc on voit l'os qui est détaché, on a même l'impression que c'est presque avec un assemblage comme une clavette, et on voit les fentes dans la tête de l'os, côté droit et côté gauche. Donc c'est comme un os d'une certaine importance. Voilà. Et ça effectivement, il y a un petit côté anecdotique. Et les éléments donc, de la crosse, on voit donc en bas, là, sur la photo du milieu. Voilà. Il y avait aussi une fissure au niveau de la main gauche, la main comptée. Voilà, on voit bien d'ailleurs parce que ça a été consolidé. Et il y avait aussi quelques éléments au niveau de la chape en bas. On voit qu'il y a un élément qui a été, on l'a replacé là pour la photo, et qui a été recollé après. Ainsi qu'au niveau du col, de la chape. Enfin bref, il y avait quand même quelques petits éléments comme ça qui présentaient qui étaient soit disjoints, soit qui présentaient une fragilité. Là, c'est plutôt la surface de la sculpture, où on voit sur le bord gauche, un peu un état lacunaire du bleu qui recouvrait donc la manche, le drapé de cette sculpture. On a un écaillage aussi du blanc, aussi qu'on voit qui ressemble à une préparation. On voit aussi des encrassements, de dépôts, des taches, quelques petites traces de moisissure, ce qui faisait un petit, c'est noté sur le côté gauche, une espèce de duvet cotonneux, un petit peu blanc. Voilà. Et puis, évidemment, de nombreuses éraflures et usures qui sont peut-être dues aussi à l'enfouissement de la statue. Je pense que quand on s'était enfoui, ça n'a pas été quelque chose d'aisé, donc on peut imaginer que ces accidents sont arrivés à ce moment-là. La mise en évidence de la polychromie, ici on ne la voit pas trop quand même, évidemment, parce que les photos ne sont pas très lumineuses, mais on a la présence originale d'une couche orange, aluminium, d'un ocre rouge. Sur la photo plus à droite, on a la photo originale d'un ocre jaune, qui là est plutôt la polychromie originale, d'un surfond vert, c'est ce qui était noté tout à l'heure dans ce présenté à Gargel. Voilà. Donc on a la superposition des couches, mais on a la présence de la couche originale qui s'apparente plus à, on dit tout à l'heure, soit un vermillon ou un cinabre, qui en général, surtout pas de la couche un petit peu orange. Donc ça, c'est le motif qu'on voit sur la main montée, sur le côté, donc la photo de droite, la plus à droite en haut. Voilà. Donc qui est un motif, je dirais, en saillant, et qui est mis en relief à la technique de la crécole, qui est une technique à la goutte, parce qu'en fait, ça reprend un peu la technique de la dorure, c'est-à-dire de la préparation pour la dorure. C'est-à-dire qu'en fait, on utilisait de la crème. Bon, je vous avais ça, le blanc bedon, etc. C'est de la crème. Et le liant, c'était bien souvent de la colle de peau de la main. En tout cas, pour la dorure, c'était cette technique qui était employée. Et on faisait un enduit qui était plus ou moins épais, ou plus ou moins selon le résultat qu'on voulait obtenir. Et c'est ce qui permettait, en déposant des gouttes de cet enduit, de créer un motif. Donc, d'où l'expression de la technique à la goutte. Et ensuite, c'est peint avec une teinte orangée, comme je du vermillon. Et parfois, c'est un peu plus rouge aussi, mais bon, ça dépend des époques. Le 16e, c'est en général, c'est un peu plus rouge. Et c'est recouvert aussi d'une dorure à la folie. Et la thématique présente des motifs de fleurs de lys qu'on voyait tout à l'heure. On les voit assez bien sur la photo de gauche. On voit
telle qu'on l'a sortie, quand on l'a retournée de sa cavité. Voilà, là on peut l'observer, on a rapporté la statue en atelier, et ce qu'on peut constater tout de suite, parce que c'est tout à l'heure qui est pris après, c'est que déjà il s'est passé, je pense qu'on a fait quelques mois, c'est resté chez nous, plus d'un an, voire même voilà, 2 ans, dans la pêche. Voilà. Et la pierre a séché effectivement, parce qu'on avait quand même, il faut dire qu'en 3 millions, on avait quand même essayé d'enlever tous les petits débris de terre qui pouvaient apporter l'humidité, qui pouvaient être nuisibles à l'ensemble. Et évidemment, ce qui s'est passé, c'est que la polychromie était très vive quand on l'a sortie de son lieu d'enfouissement, s'est terminée. C'est-à-dire que vous le voyez à gauche, même si la photo n'est pas très bonne, mais il est évident qu'on a pu, ça peut rien avoir avec la figure du bleu et même de la dorure, même si c'est encore visible, qu'on avait lorsqu'on a sorti la statue. Voilà. Alors c'est peut-être dû aussi à la qualité du robin, qui n'était peut-être pas aussi, comment dirais-je, et qui était aussi à la composition du robin, qui est sur le bleu, notamment sur le bleu original. Sur le support, on remarque quelques éclats, quelques manques, et notamment celui qu'on a mis en photo. On voit les marges jointes, c'est peut-être ce que vous parliez tout à l'heure. C'est les cavités qui sont sur les mains jointes. On peut supposer, enfin bon, en tout cas c'est ce qu'on a supposé nous, qu'il y avait peut-être des éléments apportés sur ces mains. On ne voit pas lesquels, mais on n'a aucune connaissance. Parce que c'est quand même taillé, c'est bien net. On a aussi des griffures à l'intérieur pour pouvoir, comme si on avait posé tout simplement un matériau dans le mortier, quelque chose comme ça, pour pouvoir le sceller, pour que ça puisse prendre. Voilà. Donc, ou c'est une réparation, mais franchement, comme réparation, on a un doute là-dessus. On pense plutôt qu'il y avait quelque chose de rapporté. On a aussi des éclats au niveau du drapé-bas de la statue. Et on va le voir après, au niveau de la tête du soldat aussi, on a quelques éclats. Et puis on a la présence surtout c'est surtout que ça nous a interrogé parce qu'on avait quand même sur la tête de Saint-Étienne, notamment au niveau du nez, la tête sur le nez du soldat et aussi sur la tête du Christ. On avait quand même la présence d'une matière qui présentait des clubs comme des cerfs qui viendraient à la surface éclatée et qui était, comment dire, dans un état poudreux. Voilà. En plus, c'est beaucoup moins esthétique. Mais en fait, il s'agit en tout cas pour le nez du soldat, pour certaines parties aussi sur la tête du Christ et de Saint-Étienne, de la présence de plâtre, qui sont en contact de l'humidité dans l'enfouissement, présentait une dégradation importante, une migration des sels de plâtre. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ces sels n'ont pas migré vraiment dans la pierre, très peu en tout cas. Et c'est ce qui fait ces concrétions et ces boursouflures qu'on voit dessus. Mais le problème, c'est que ça continuait même dans cette chambre à se dégrader. Nous, on voit ça aussi d'ailleurs au niveau de la carte de l'épée et la minibule, où on voit effectivement que certains éléments ont été rajoutés en plâtre. Ensuite, ça, on vous lisait tout à l'heure avec les photos que présentait Mme Gargel, ce sont au niveau du donateur. La sculpture, quand on l'a déposée, la statue était encore rattachée, si on peut dire, mais le scellement ne fonctionnait plus. Donc on l'a retiré. Et ce qui avait éclaté aussi un petit peu la sculpture, le donateur, c'est la présence de boujons en métal, mais vraiment très important au niveau de leur section. Il y en avait 2 gros comme ça, on les voit au niveau de l'épaule du donateur et aussi sur la partie basse. Voilà. Vous avez une règle qui permet de mesurer. Et leur oxydation importante avait évidemment apporté une altération de la pierre. Ainsi que la présence de traces aussi de tiges en fer au revers de la sculpture, qui probablement sont une ancienne fixation. Donc ça, c'est un peu le constat de la surface. Quand on a sorti la statue, c'est qu'il y a la présence de beaucoup de dépôts de terre sur la sculpture. Voilà.
Voilà, là, ce qu'on voit, c'est toujours le même, le gris, donc ça, c'est le surpeint. Mais ce qu'on distingue bien, ça reprend un peu les photos qu'on voyait tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les enfoirs ou les bordures des vêtements, qui sont assez ouvragés ici, qui sont donc dorés, mais plus que dorés, avant il y a une préparation. Toujours la même chose qu'on remarquait sur le motif du gant de c'est la même technique, il y a une préparation à la colle, craie-colle, et pour ponctuer, en quelque sorte, on met des petites gouttes de craie-colle qui vont former un motif très simple, mais qui est répétitif et qui va rythmer un peu la bordure des vêtements. Mais on a aussi la présence, là on fera la bordure de presse tout à l'heure, ici on les devine à peine, mais la présence aussi de billes de verre qui étaient sans évidemment vernis avec des teintes différentes et qui sont elles collées de la même manière avec la technique de la craie-colle. Et ces liserés ou ces enfoirs de bordure de vêtements sont soulignés par un liseré, un double liseré. Voilà. Mais c'est vrai que ce chevauche à un moment donné, si je me rappelle bien, la bordure de vêtements du surpeint 15e, enfin nous on attribue ça au 15e, à la polychromie originale du 14e. Bon, sinon, pour dire évidemment que cette studio présente un état de conservation tout à fait exceptionnel, pratiquement complète, à part des petites éraflures et des casses, je crois, au niveau du pied de Saint-Étienne, qui a été relais. Voilà, au niveau du donateur, évidemment, mais ça, c'est surtout dû à une restauration tardive. On a fixé avec des boujons en métal. C'était souvent pas le métal qu'on pouvait faire à l'époque médiévale, qui était un métal qui s'oxyde, qui évidemment gonfle et casse et brise la pierre. Donc pour moi, c'est une restauration, je dirais, tardive. Voilà, ça c'est pour le constat. Là, on a les statues, une fois restaurées, au niveau des avant et après la restauration. Donc on voit évidemment pour ce qui est de l'évêque, entre sa sortie de terre et la présence encore de nombreux dépôts de terre dessus, la polychromie à peine lisible, les éléments qui sont détachés comme la voie, voilà, tout a été remis en place, ainsi que le pied gauche, pied droit de la statue, pardon, qui a été donc refixé, ce qu'on avait en entier, il y a beaucoup de restauration à ce niveau-là, c'est juste un
pierre ne nécessitait pas une grande consolidation. C'était surtout des éléments à recoller, à réajuster, comme le banc, vous voyez ici. On a un élément qui est autour, c'est un élément de chambre à air qui permet de tenir l'ensemble pour qu'on puisse sceller à nouveau le bois carpentier en remettant l'ose dans sa qualité du bois et dans la qualité de la statue, de manière à ressouder l'ensemble. Voilà. Ici ou là, malgré tout, on a quand même, comme c'est une maison très ponctuelle,
illuminé avec une sorte de criblage, ce qu'elle appelle, de façon très minutieuse. Voilà, on voit des photos de détail, vous voyez sur la lampe, c'est des grosses fleurs, on voit même au niveau du drapé, on voit de la polychromie, et au niveau de la tête du soldat aussi. Mais le problème, c'était d'éviter aussi d'altérer la polychromie,
dessus, un peu en pendant du Saint-Martin, si on va dire. Voilà. Et là, on a un socle en pierre qui est composé d'un bloc et d'une tablette murée de manière à alléger un petit peu l'ensemble, voilà, et qui est posé au sol avec une interface, une espèce de film alu qui permet de faire une isolation pour éviter des remontées capillaires dans la pierre. De toute façon, comme il y a une goulotte derrière qui passe et une goulotte électrique, on est assez loin du mur, donc il n'y a pas de migration possible non plus dans la maçonnerie, parce que la maçonnerie peut passer en bon état. Voilà. Et du coup, la statue se trouve au ciel avec une ventilation verso assez importante, avec juste un mode de fixation qui permet surtout de la maintenir, voilà, puisqu'elle est pas fixée à la base. On a fait un choix, un mortier qui permet de la rattacher à la tablette, mais il n'y a pas de mode de fixation à la base. Enfin, c'est une statue qui pose quand même, qui pèse quand même dans les 400 kg, donc je pense qu'elle ne s'est pas portée n'importe quelle revenue. Je pense qu'on peut craindre ici plutôt, parfois ça peut arriver, une dégradation de la statue plutôt qu'un vol. C'est pas, enfin, moi c'est mon avis d'accord. Et donc la fixation se fait par deux pattes de plat laiton, voilà, qui sont scellées au mur et dans la statue, et un cadenas qui permet de maintenir l'ensemble. Ben, c'était la fin en fait. C'est vrai que le repas de surpain présent dessus a sûrement protégé la polychromie en dessous, c'est évident, c'est surtout lors de l'enfouissement, c'est vrai. Mais par exemple, les dorures qui elles ont été conservées étaient vraiment en très bon état, même si elles sont un petit peu ternies, en très bon état, et même on n'a pas opéré dessus un fixage approfondi. Je veux dire que franchement, l'adhésion était encore très bonne, et la présence des petites gouttes, des motifs en verre, tout ça, on connaît pas mal de statues comme ça où on a ce genre de motifs, en général, c'est très lacunaire et ça a disparu. Donc là, effectivement, le surpain ou le repain a pu protéger la polychromie en dessous, mais pas que, parce que je pense que les dorures elles-mêmes sont restées très vivaces et avec une très bonne adhésion. Donc l'explication, elle serait que Comment ? L'explication, elle viendrait que c'est la peinture d'origine qui vole, vous êtes étonné, c'est évidemment, à l'origine, c'était peut-être plus la Je pense oui, qu'il y a une bonne qualité de la polychromie, oui, je pense. C'est surtout une bonne préparation aussi. Je pense que c'est une sculpture de qualité, une polychromie de qualité. Je pense que ça, c'est important. Non, ce qui peut-être le fait qu'on peut penser à des ateliers de France ou bien une qualité d'exécution, effectivement, aussi bien du support que de la polychromie de grande qualité. Je ne sais pas si c'était la réponse à votre question, mais En tout cas, proportionnellement, la couche de surpain, donc cette couche 1920, postérieure 1920, finalement a bien moins résisté à l'enfouissement parce que dès qu'on l'a sorti de terre, c'est ce qu'a expliqué M. Lavadu, le bleu est devenu gris, donc elle s'est très vite altérée. Donc les produits utilisés de toute façon sont malheureusement, en tout cas, de moins bonne qualité que ceux qui ont été utilisés au XIVe siècle. Tout à fait. Oui, mais j'ai une question sur la conservation justement de la polychromie dans l'avenir. Est-ce que, parce que j'ai compris donc qu'il y avait une altération déjà depuis la sortie de terre, est-ce que vous appliquez un traitement particulier ou comment ça se passe? Est-ce qu'on laisse juste comme ça ou... C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu plusieurs étapes parce que cette polychromie, en fait, le bœuf que vous voyez actuellement, c'est le bœuf qu'on est allé chercher. Oui. Puisqu'on a fait un dégagement finalement, on a fait un dégagement. Et ce qu'on a pu remarquer, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une très bonne adhésion de cette polychromie. Certes, ici ou là, on a fait quelques refixages, mais c'est quand même assez ponctuel dans l'ensemble. On a une très bonne adhésion. Il y a eu quelques réintégrations. Moi, je pense que, bien sûr, comme tout objet, je pense que surtout dans une église, il faut une surveillance
D'accord, mais en fait, il n'y a pas eu de traitement particulier. À part un refixage, Oui, à part le refixage. un dégagement et un refixage, oui. Sinon, non. D'accord. À quel endroit exact les attentes trouvées? Derrière pour autour des fonds baptismaux, les fonds baptismaux. Juste une petite précision. Ce qui a été aussi exceptionnel, c'est que les archéologues nous ont remis un certain nombre de petits fragments. Monsieur Giordani vous a dit on a repositionné des petits morceaux de crosse, etc. Il faut savoir que c'est des choses qui nous ont été restituées par les archéologues, puisqu'ils avaient trouvé ça dans la terre environnante. Donc on a fait, Monsieur Giordani et son équipe a pu jouer au puzzle pour remettre en place un maximum d'éléments existants, originaux. Alors malheureusement, on n'a pas retrouvé la tête, mais il faut dire que le sondage a été très localisé. Si un jour, à nouveau, d'autres sondages archéologiques, sait-on jamais quoi, on aura peut-être les têtes, on ne sait jamais. On a fait le scan. On a fait scanner. On a fait scanner toute l'église sur profondeur de 3 mètres. On n'a pas trouvé. Donc actuellement, pour ne pas faire d'autres trous dans l'église, il y a une start-up de jeunes qui ont un scanner, qui ont scanné, ils ont trouvé une grille sous le maître-autel, mais pas plus. Ni la crosse, Ah oui, ni la crosse ni la tête. Bon.